Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La justice béninoise a rendu son verdict ce jeudi 30 janvier 2025 dans le procès impliquant l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Reconnus coupables de complot contre l'autorité de l'État, les principaux accusés écopent de 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. À suivre dans cette édition le point du procès de cette affaire qui suscite diverses réactions et commentaires. Les citoyens béninois ne sont pas restés en marge de cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Vous suivrez dans ce journal quelques-uns qui livrent leurs impressions et se prononcent sur le verdict prononcé par la Cour. La deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, 7e mandature, s'est clôturée ce jeudi 30 janvier 2025. Une cérémonie qui a connu la présence de son président Édouard Locaux, l'ensemble des conseillers, des présidents des associations, des professionnels des médias et cadres à divers niveaux de l'ARAC. Bilan: 27 rapports examinés et 10 grandes décisions prises dans plusieurs domaines en 4 mois. Plus de précisions dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. La justice béninoise a rendu son verdict ce jeudi 30 janvier 2025 dans le procès impliquant l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Reconnus coupables de complot contre l'autorité de l'État, les principaux accusés dans cette affaire écopent de 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Suivez dans cet élément le point du procès de cette affaire qui suscite diverses réactions et commentaires. Le procès pour complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi 30 janvier 2025. Le procureur spécial a requis l'acquittement au profit de Hugues Adjibekou, comptable de Roch Nyeri, de Corneille Baguidi, gérant d'une société appartenant à Roch Nyeri, et de Ganiou Sanoussi, chauffeur de l'épouse de l'ex-ministre Oswald Omeki. Selon lui, les trois étaient des agents d'exécution. Ils ignoraient, selon le procureur, que les fonds et les actes de leur patron avaient pour objectif de faire un coup d'État. Le procureur a précisé que Hugues Adjibekou a été placé sous mandat de dépôt parce qu'il a essayé de fuir quand l'affaire a éclaté. Il est reproché à Oswald Omeki que même quand il était ministre, il n'a jamais fait de don au chef de la garde républicaine. Mais alors qu'il n'est plus aux affaires et au moment où il aurait besoin de ressources, il est devenu généreux envers le colonel Dieudonné Tévoidjré. Sa générosité a consisté en des cadeaux et s'est élargie également à la souscription d'une assurance prestige pour le commandant de la garde républicaine. Le but de la manœuvre est de montrer au commandant qu'il s'intéressait à lui.
Cette générosité de la part d'un homme qui vient de perdre ses fonctions n'est pas neutre selon le ministère public. La précipitation avec laquelle le cadeau a été fait laisse entrevoir que c'est pour un but précis. Selon le ministère public, la résolution de réaliser l'attentat ne s'est pas manifestée que dans les gestes de générosité, mais également des actes matériels, notamment le montant de 1,5 milliard retrouvé à son domicile, dans lesquels figurent les 250 millions retirés à Ecobank Togo pour le compte de Olivier Bokor. Oswald Omeki, dit le procureur, a justifié cet argent comme des économies et les retours de ses investissements. Le ministère public fait savoir que Oswald Omeki a varié ses dépositions au sujet de la destination de la somme d'argent retrouvée à son domicile. En premier, il a déclaré que c'était l'argent qui servira à l'investissement de ses activités dans plusieurs pays. Après, il a fait savoir que le montant était destiné à financer les activités de la dynamique OB26. Le ministère public révèle 3 comportements suspects de Oswald Omeki le jour de son arrestation. Il a décidé d'accueillir lui-même ses invités. Il a ouvert et fermé son portail en éloignant les agents de sécurité, puis a interdit à ses agents de renseigner le registre. Ces comportements inhabituels sont, pour le procureur, des précautions que Oswald Omeki a prises pour que des informations ne soient pas enregistrées sur les invités. Le procureur dit que Oswald Omeki a cherché à faire adhérer le commandant de la garde républicaine et lui a fourni des moyens. Il conclut donc que l'ancien ministre des Sports est coupable des faits qui lui sont reprochés. Concernant Olivier Bokor, le procureur se pose 3 questions. 3 questions qui, pour lui, montrent que Olivier est derrière ce coup d'État. Qui a intérêt, qui a les moyens de financer et qui a financé? Pour le procureur, c'est Olivier Bokor qui a intérêt que le coup d'État soit fait. C'est de sa candidature que Oswald Omeki a parlé pour quitter le gouvernement. C'est sa dynamique que Oswald Omeki dirigeait depuis son départ. Aussi, c'est Olivier Bokor qui a les moyens parce que Oswald Omeki n'a pas cette capacité. Sa déclaration de patrimoine annuelle est de 70 millions de francs CFA. Selon le procureur, Oswald Omeki gagne 70 millions de francs CFA par an. Donc pour lui, il ne peut pas donner 50 millions de francs CFA au commandant de la garde républicaine. En plus, depuis les enquêtes, Olivier Bokor a dit que ses revenus annuels sont de 4 milliards de francs CFA. Donc c'est lui qui peut financer, selon Mario Metong. À l'interrogation de qui a financé, c'est Olivier Bokor, pense le chef du parquet spécial. Il apprend que la somme de 250 millions appartenant à Olivier Bokor et rapatriée du Togo en voiture a été remise à Oswald Omeki. Des retraits successifs, selon le procureur, ont été faits au nom de Olivier Bokor par le comptable de Roch Nyeri. Ces fonds ont été retracés dans le lot d'argent retrouvé au domicile de Oswald Omeki. Le procureur conclut que Olivier Bokor est le seul à même d'assurer le financement de la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le cas Roch Nyeri. Le procureur spécial a fait savoir à la Cour que Roch Nyeri est en fuite. Un mandat d'arrêt, la mise en accusation, la convocation à la tenue du procès ont été déposés à son dernier domicile connu. Le ministère public fait savoir que suite aux différentes diligences, la Cour peut juger Roch Nyeri en son absence. Pour le chef du parquet spécial, la fuite de Roch Nyeri trahit sa position. In fine, il est requis des peines de prison et des amendes. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri sont chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 4 milliards 500 millions de francs CFA chacun. Aussi, ils sont condamnés les 3 à payer solidairement au profit de l'État la somme de 60 milliards de francs CFA. Il est confisqué au profit de l'État la somme de 1 milliard 500 millions saisie au domicile de Oswald Omeki, ainsi que la voiture Prado, tout comme le montant de la police d'assurance au nom du colonel Dieudonné Dimon Tevoedjre. Les citoyens béninois ne sont pas restés en marge de cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Quelques citoyens approchés par Francis Olafarami et Nansirine Fatoumbi se sont prononcés et apprécient le verdict de la Cour. Suivez plutôt. On a appris la sentence hier, 20 ans de réclusion criminelle pour 3 prévenus.
dont l'ami intime du président Talon, Olivier Boko, et le ministre Omeki et son beau-frère, avec une amende de 64 milliards et quelques. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent encore faire un recours encore pour voir si cette peine-là peut être diminuée? C'est la nature qui a fait comme ça au Bouéouamon. Pourquoi j'ai dit comme ça? Ce n'est pas Patrice Talon qui a mis Boko Olivier à prison. Monsieur Boko Olivier et Patrice Talon sont plus que des amis, sont des frères. Patrice Talon a dit, il m'a vu nu. C'est très poussé qu'un monsieur comme Boko Olivier puisse penser un seul instant faire coup d'État à Patrice Talon. Monsieur Boko Olivier a dit, Patrice Talon, faire coup d'État à moi-même. Je suis innocent. Monsieur Olivier, c'est un petit de talent. C'est un élément de talent, puisque lui-même a dit que c'est mon système. Nous connaissons ce qui se passe. Mais tel qu'on voit les choses là, les carottes sont déjà cuites. Donc, à part le chef de l'État qui peut leur faire une grâce, moi je ne vois pas ce qu'il peut faire là. Sincèrement, ils peuvent introduire une grâce auprès du chef de l'État, après avoir épuisé les recours. Toujours dans le même registre, après avoir examiné un recours contre le président de la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, la haute juridiction a reconnu le bâtonnier de l'Ordre des avocats coupable de violation de la Constitution. En effet, il a été épinglé par la Cour constitutionnelle suite à la saisie de Yelian Roustico qui a formé un recours en l'inconstitutionnalité du refus de commission d'office d'avocat au profit d'un accusé dans une procédure pénale. Selon le procureur spécial, la déconstitution des avocats est une stratégie de défense incompatible avec le droit à la défense. Il en a conclu que ni le président de la Chambre de jugement ni le bâtonnier ne semblent avoir pris en compte le droit, autant pour moi, d'être jugé dans un délai raisonnable, violant ainsi le droit des accusés à un procès équitable. La Cour a donné acte à Yelian Roustico en ce qu'elle n'a pas saisi la haute juridiction en matière constitutionnelle. Selon elle, le bâtonnier a violé l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour précise qu'en cas de commission d'office, le président adresse une requête au bâtonnier en lui impartissant un délai et qu'en cas de refus ou d'inaction, il peut suppléer par désignation d'office des avocats. Si ces derniers ne défèrent pas à leurs offices, les accusés peuvent être jugés sans leur concours. Dans un autre registre, une amende est une sanction pénale et ou administrative qui consiste à payer une somme d'argent souvent préalablement fixée par la loi. Quels sont les critères de détermination et de recouvrement de cette amende? Maximin Poyon, avocat au barreau du Bénin, et Fidèle Dossou, juriste auditeur, ont donné des explications sur cette interrogation. Suivez un extrait de leurs propos au micro de Aneldo. L'amende est une condamnation que le juge pénal prononce contre la personne coupable en lui imposant un montant à payer dans la caisse du trésor public. L'amende peut être une condamnation principale ou une condamnation complémentaire. Une condamnation principale, c'est que c'est l'amende seule que le juge prononce comme condamnation. Complémentaire, le juge prononce l'amende en plus d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, que ce soit ferme ou assortie de sursis. Aujourd'hui, les juridictions se basent sur trois aspects fondamentaux. Nous voyons déjà la gravité de l'infraction en premier lieu. Nous voyons également les antécédents du délinquant et l'aspect qui touche plus le côté pécunier, c'est compte tenu des ressources et charges du délinquant. Si ce délinquant est à meilleure fortune, donc on tient compte de tous ces aspects pour pouvoir quand même évaluer l'amende à ce délinquant-là. D'abord, la loi fixe les tranches des amendes
pour chaque type d'infraction, la loi peut dire l'amende prononcée par le juge sera de tel montant à tel autre montant. Maintenant, concrètement, le juge apprécie en fonction des moyens que la personne en face, la personne coupable, en fonction de ses moyens. Ça fait partie des critères d'appréciation des amendes. Et deuxième autre critère, c'est en fonction de l'importance de l'infraction. Donc, ce sont les deux critères que le juge considère pour fixer les amendes. Soit le Trésor public peut s'engager dans un recouvrement de l'amende, et là, on peut le faire par voie de saisie des biens de la personne qui a été condamnée en paiement de l'amende. Le recouvrement de l'amende se passe à deux niveaux. Déjà, nous avions une exécution volontaire et secondo, nous avions une exécution forcée. Parlant de l'exécution volontaire, c'est qu'au bout de la condamnation, c'est-à-dire que la personne ait purgé sa peine, ou si la personne a été détenue dans un milieu carcéral et la personne a été libérée, la loi donne 3 mois à cette personne de pouvoir acquitter de cette amende. Si au bout de ce temps, au bout de cette période, commence maintenant ce qu'on appelle la période d'exécution forcée, où voilà l'officier de police judiciaire que nous appelons communément l'OBJ, il est appelé à aller rechercher voilà ce délinquant qui a purgé sa peine pour quand même aller payer cette amende au Trésor public auprès d'un comptable du Trésor public si au préalable ce délinquant a manifesté le désir, bien qu'on l'ait appréhendé d'aller payer. L'autre chose, lorsque la personne décide de demander ou bien est candidat à une mise en liberté conditionnelle, on lui exige de payer l'intégralité de cette amende avant que son dossier de libération conditionnelle ne soit apprécié par les autorités légales en charge de cette appréciation. Mais si on l'amène au Trésor public et ne paye pas, commence maintenant ce qu'on appelle la contrainte par corps. Il faut la mener maintenant dans un milieu de détention et la durée est déterminante compte tenu du montant de l'amende. Vous voyez, est déterminante compte tenu du montant de l'amende et la personne est là, pas contrainte par corps. Au terme de cela, si la personne ne paye toujours pas cette amende, alors maintenant il y a ce qu'on appelle l'extrait de minutes où on envoie cela au parquet et avec le dossier de ce que la personne n'a pas payé, l'amende, avec la contrainte par corps et l'extrait de minutes, on envoie maintenant à l'agence judiciaire du Trésor où on peut faire maintenant le recouvrement par toute voie de droit. En matière pénale, il n'y a que cette amende qui est une condamnation. Ça, c'est en matière pénale pure. En matière civile, lorsqu'un recours est abusif, la loi a dit que celui qui a fait le recours abusif peut être condamné à une amende civile. Ça, c'est en matière purement civile. Donc, les amendes civiles peuvent avoir un caractère punitif en cas d'abus. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la deuxième session ordinaire de l'année 2024, la toute première de la 7e mandature de l'ARAC, Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ouverte le 19 septembre 2024, conformément à l'article 83 du règlement intérieur de l'ARAC. En vigueur, c'est clôturé ce jeudi 30 janvier 2025. La cérémonie de clôture a connu la présence de son président, Edouard Kokuloko, de l'ensemble des conseillers, des présidents des associations des professionnels des médias et cadres à divers niveaux de l'ARAC. Selon le rapport des conseillers rapporteurs, il ressort qu'en 4 mois, 27 rapports ont été examinés et 10 grandes décisions ont été prises dans plusieurs domaines, à savoir la régulation des médias, l'opérationnalisation de la TNT, la création du bureau de vérification de la publicité, l'appel à candidature pour les propositions à la nomination par le président de la République en Conseil des ministres, des directeurs généraux et des directeurs des organes de presse de services publics, à savoir la SRTB-SA et l'ONIP, le fonctionnement de la visibilité de l'ARAC. Dans son message, le président Edouard Kokuloko
a évoqué la question de l'aide de l'État à la presse privée et rassure les professionnels des médias que le bout du tunnel est pour bientôt. L'un des exploits réalisés par la 7e mandature est la révision du règlement intérieur de l'institution. Édouard Locaux n'a pas manqué de féliciter les conseillers de la nouvelle mandature pour le sacrifice consenti, car ce nouveau règlement soumis à la Cour constitutionnelle appelle à la réduction du nombre de commissions pour plus d'efficacité. On poursuit cette édition. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, était en audience au cabinet de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matis, dans l'après-midi de ce jeudi. Cette prise de contact vise à travailler avec le ministère en vue d'éradiquer la corruption dans les administrations. Kanté Amoussou nous propose dans cet élément le compte-rendu de la séance. On regarde. Je crois que ce qui va se faire, et beaucoup se faire, Madame la ministre, c'est la communication. Il faut que ce que nous avions vu soit régulièrement communiqué au grand public pour que les gens sachent la dématérialisation qui diminue énormément la corruption. C'est le nid même de la corruption quand on ne l'avait pas. Nous suivons avant notre nomination ce qui se passait dans tous les ministères et surtout au niveau de ce gouvernement que ces grandes réformes. Madame la ministre, je voudrais vous remercier et vous féliciter. Vous remercier et vous féliciter pour ce travail que vous avez abattu avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Et nous allons œuvrer, nous allons travailler ensemble. Parce que votre ministère, c'est le socle même. Le travail, la fonction publique. Et quand nous parlons du travail, c'est tout le monde. Privé, informel, tout ce que nous voulons. Puisque la corruption, c'est aussi au niveau de l'informel. La fonction publique, nous allons créer les conditions pour que la corruption s'efface. Nous allons y arriver. Mais comme nous le disons, il y a un volet très important qui doit nous préoccuper, c'est la base. Et cette base, c'est nos enfants. Parce que nous, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons en nous déjà la corruption. Mais eux, de la maternelle, du primaire, du secondaire et ceux qui sont à l'université, un gros travail doit également se faire à ce niveau. Nous avions commencé. Nous allons ensemble encore avec vous, Madame la ministre et vos collègues de l'enseignement supérieur, maternel, secondaire que nous avions rencontrés. Nous allons ensemble faire ce qu'il faut pour que, à ces niveaux, base de base, que la corruption les gangrène point. Ce que je vais vous dire, Madame la ministre, nous reviendrons encore vers vous puisque je reconnais, je sais votre esprit d'ouverture, votre volonté du travail bien fait, je le sais. Sur d'autres sujets, je vous ai vu faire. Ministère des Finances. Aujourd'hui, au ministère du Travail, de la fonction publique. Et c'est à juste titre, lorsque vous, tout en parlant tout à l'heure, vous évoquez votre collègue des Finances. Vous savez de quoi vous parlez. Madame la ministre, encore merci et félicitations. Merci.
Restons toujours avec Kanté Amousso pour suivre à présent la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, qui expose les réformes entreprises dans son domaine. Regarde. Nous avons prévu les CCSP, on en a installé à ce jour 24 sur les 77 prévus, parce que pour constater un avancement de grade, d'échelon, etc., l'apparition d'un acte, les agents de l'État peuvent consulter leur smartphone. Il y en a qui n'en disposent pas, et c'est pour faciliter la tâche à ceux-là que nous avons commencé l'installation des centres communaux de services publics. Voilà, on n'en a pas encore dans toutes les communes, mais c'est un projet. Cela aussi permet la réduction des contacts physiques ni de corruption. Enfin, on a parlé aussi de la lutte contre l'impunité, où il y a des décrets qui ont été pris en application de certaines dispositions du statut général de la fonction publique. Il y a des commissions administratives paritaires siégeant en matière disciplinaire qui siègent. Les sanctions suivent, c'est plus comme par le passé. L'agent a commis une faute et puis bon, ça passe dans l'oubli. Ce n'est plus ça au niveau des CODIR aussi. Également au niveau du Conseil national de discipline pour les sanctions. Et puis on parle religion à présent. Chaban est le 8e mois du calendrier musulman et le dernier mois avant Ramadan, ce qui lui confère son statut particulier. Le mois de Chaban se présente comme une période précieuse de préparation spirituelle et physique. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce mois béni en dehors des autres mois du calendrier musulman? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe, Bassirou Lassissi. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. La communauté musulmane du monde entier a débuté hier le mois de Chaban. Le mois de Chaban qui est le mois directement après le mois de Rajab et un mois qui annonce l'arrivée du mois de Ramadan. Le mois de Chaban, comme tous les autres mois, nous disons d'une manière divine qu'il n'y a aucune grande différence entre tous les mois, sauf ce qu'Allah nous a mentionné en titre de nous encourager à ne pas être négligents tout au long des moments où sa miséricorde et sa grâce jaillissent sur les êtres humains. Le mois de Sha'ban, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sha'ban, shahrun yaghfulun nasu anhu bayna rajabi wa ramadan. Il dit c'est un mois que les êtres humains négligent. Ils négligent ce mois, et ce mois se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Or, cette négligence que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée dans son hadith, c'est pour attirer notre attention à ne pas dire le mois de Rajab est terminé et l'adoration que j'avais entamée pour pouvoir avoir la bénédiction et la grâce d'Allah dans ce mois de Rajab est terminée. Non, mais plutôt il faut toujours te rappeler que c'est Allah que tu as adoré dans le mois de Rajab et tu dois continuer à l'adorer dans le mois de Sha'ban. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle de ne pas être négligent aussi dans le mois de Sha'ban, comme nous ne l'avons pas été dans le mois de Rajab et que le mois de Ramadan qui va bientôt venir. Pour ne pas dire, parce que dans les habitudes, les gens le disent, c'est un mois de repos. Un mois où nous nous reposons pour prendre de l'énergie pour entamer le mois de Ramadan. Et c'est cette négligence que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souligné
pour nous dire que les êtres humains négligent ce mois qui existe entre le mois de Rajab et le mois de Sha'ban. Or, l'adoration en période de négligence est tellement meilleure. Au moment où tout le monde a négligé, tout le monde s'occupe d'autres choses et que tu prends ce moment pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement bénéfique et ça a tellement de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La particularité que nous allons souligner dans le mois de Sha'ban, c'est de multiplier encore les adorations. Toutes sortes d'adorations que nous connaissons. La prière à l'heure, la lecture du Coran, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela va nous donner encore une foi très sincère, pleine d'esprit, avant l'arrivée du mois de Ramadan. Et puis on parle société à présent. Le tutoiement est défini comme le fait d'user de la deuxième personne du singulier pour s'adresser à une personne par opposition à vous voyez. En Afrique, il est de coutume de vouvoyer ses parents, mais dans certaines coutumes comme en Europe, il est permis par contre de tutoyer les parents. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur le sujet. Suivons-en quelques-uns au micro de Francis Farami, Nansirine Fatumbi et de Quentin Amousso. Parce que miwe kone miwe to me yubaji baba yi wona to wo o baba yi wona vi du moins ska yi wi wona vi ne te do mine ne do dagbe ne do hona do yan do rin ni vi so ri wona baba yi ton e ma so ne wutu e so bo e ma do hojo wona baba yi même baba to ni gbegbe wa même si ado wona kan baba to e ma so ne wutu amagalo yi na baba to we ko do hojo ne. Au Bénin, c'est rare de voir un enfant tutoyer son parent. Si c'est pas que je dirais que les manières de faire ont changé un peu. Il y a d'autres qui préfèrent les occidentaux et dans des foyers maintenant, vous allez voir que l'enfant tutoie ses parents, tout ça là. Sinon au Bénin, c'est notre tradition, c'est que tu dois vous voyez tes parents. Il n'y a pas, même à commencer même à partir de tes grands frères, grands soeurs, tu les vous vois. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça donne une certaine considération dans nos familles respectives. Et quand vous allez dans les familles, c'est ça d'abord. Même si on dit fofo, c'est fofo on dit. Même si le petit dit, hey, on dit non, on ne dit pas ça. Il faut dire dada. Faire du tutoiement, même ses parents en Afrique, c'est tout d'abord ça montre un acte d'impolitesse. Ça montre que vraiment celui-là, il a été mal éduqué. Ça dit l'éducation, c'est qu'il a raté l'éducation à la base. Donc en Afrique, là, notre thème là, c'est qu'on doit toujours vous voyez les parents. L'éducation africaine nous dit de ne pas tutoyer nos devanciers, nos seniors, nos grands frères, nos parents. Ce sont les Européens qui nous ont appris tout ça. Sinon, moi, ma femme, pour me saluer, elle s'agenouille quelque part pour me saluer. Moi, je n'en veux pas, mais c'est de son habitude. Vous voyez, non? Donc, et se tutoyer, notre éducation a refusé. L'enfant qui a d'abord, je dirais, 5 ans, tutoie ses parents, il y a une façon de le ramener à la raison. On dit, quand on voit une personne plus âgée que toi, tu dis vous. C'est ça qu'on dit au Bénin. Donc, c'est petit à petit que vous allez apprendre à comprendre cela. Vous comprenez un peu? C'est pas que, comme il dit ça, il faut le taper tout de suite. Non, non, non. Il faut l'amener à comprendre. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Le fait de tutoyer ses parents, c'est européen, c'est une nation européenne. Donc en Afrique, là, ça ne peut pas se faire. Donc si même tu peux tutoyer tes parents d'une manière respectueuse ou quoi là, ça montre toujours que tu as été mal appris. On parle sport à présent. L'équipe nationale de tennis du Bénin joue son retour dans le groupe 2 de la Coupe Davis ce week-end à Cotonou face à Lettonie. Pour relever ce défi, Patrick Agbopanzo, Alexis Clégou, Sylvestre Monou
Prince Gandonou et Sodiq Noubobessi devra dominer, autant pour moi, leurs adversaires au meilleur des 5 duels des playoffs entre le 1er et le 2 février sur les cours de Sofitel Marina Hotel de Cotonou. Ce jeudi, le ministre des Sports Benoît Dato est allé booster leur morale à cette fin. Pour mémoire, le Bénin est sorti du groupe 2 par la Hong Kong en 2022 après sa défaite au tennis club du Stade de l'Amitié. Dans un autre registre, le Bénin célèbre ses champions 2024 ce vendredi 31 janvier 2025. Le ministre des Sports Benoît Dato organise à cet effet le gala des champions au titre de l'année 2024 où les athlètes les plus performants sur le plan international vont être gratifiés. Des médaillés d'or au bronze en passant par l'argent. Les meilleurs athlètes vont recevoir différents prix. D'une discipline à une autre, le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 a eu lieu en début de cette semaine. Les observateurs continuent à analyser les différentes compositions des poules. De passage à Cotonou, Dania Ebongue, journaliste sportif au Cameroun Radio et Télévision CRTV, jette un regard sur les différents groupes. Suivons ensemble. Le fameux groupe F, avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire champion d'Afrique, le Gabon et le Mozambique. J'ai envie de dire que le Gabon sera revanchard parce que, écoutez, le Gabon à domicile en 2017 ne réussit pas à passer le premier tour parce qu'il a son dernier match de groupe contre le Cameroun qui ne réussit pas à battre. Donc il y aura un parfum de revanche. Et c'est le premier match de groupe entre les deux. Cameroun-Gabon, c'est un derby, c'est des pays voisins, ça va chauffer. Il y a la chaude empoignante du deuxième match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vous connaissez la guerre qui existe sur les médias sociaux entre les blogueurs camerounais et les blogueurs ivoiriens. Ben, cette guerre va se faire ressentir même au sein des tanières des équipes nationales. Sur le plan footballistique, il y a la vieille rivalité entre les ballons d'or, Yaya Touré d'une part, Didier Drogba et Samuel Eto'o. Et il y a surtout que les Ivoiriens veulent se rapprocher du record du Cameroun. Ils sont à 3 CAN gagnés, le Cameroun est à 5 CAN gagnés. Le Cameroun, lui, aura à cœur de vouloir racheter quand même des années de disette. Je pense que ça va être disputé. Évidemment, le Mozambique est pensé ou perçu dans ce groupe comme le distributeur automatique de points. Quoique, il faut faire très attention aux équipes lusophones et nous ont montré qu'elles ont la capacité d'aller loin. C'était le cas avec le Cabo Verde et l'Angola à la dernière CAN. Et je pense que le Mozambique et l'Angola, il va falloir compter sur elles comme équipe lusophone dans cette CAN. Bref, c'est 24 équipes qui méritent toutes d'être là, qui ont à peu près le même niveau parce qu'il y a un vrai nivellement des équipes nationales en Afrique. Certes, il y a des favoris, mais de manière globale, on ne pourrait assister à quelques surprises. Donc, il faut que toutes les équipes se préparent sereinement en respectant les unes et les autres. Restons toujours avec Dania Ebongue, journaliste sportif au Cameroun, qui analyse le groupe F avec la rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. D'abord, je félicite la CAF que ce soit fait un an avant. Ça permet une meilleure préparation des équipes. Ça permet aussi un meilleur déploiement logistique des délégations. Parce que parfois, on faisait le tirage à 2 ou 3 mois de la compétition, tout au plus à 6 mois. Mais je pense qu'un an, ça permet de préparer les équipes, de voir venir les effectifs, de les renouveler et surtout de préparer les matchs amicaux. Alors, sur le plan de la composition des groupes, je pense que les groupes sont équilibrés. Ils sont même presque tous les groupes de la mort. Parce que si je prends le groupe B, il est constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe. C'est un groupe où tous les 4 peuvent passer. Évidemment, l'Égypte va compter sur Mohamed Salah, mais il ne peut pas jouer tout seul. Certes, l'Égypte est 7 fois champion d'Afrique, mais elle va devoir compter sur l'Afrique du Sud qui était dans le dernier Caridas, avec Hugo Boss, qui est l'ancien entraîneur champion d'Afrique avec le Cameroun. Il a une belle expérience de la CAN. Il a fait 2 CAN, il est passé demi-finaliste. Et puis son gardien meilleur gardien d'Afrique 2 années de suite. Ça risque d'être chaud. L'Angola, quart de finaliste de la dernière CAN. Et le Zimbabwe, presque invaincu dans la poule du Cameroun pour les qualifications, même s'il a perdu le dernier match à Yaoundé. Donc pour moi, c'est un groupe
très équilibré. Il y a également le fameux groupe E, avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Là aussi, je vois au moins 3 qualifiés, au moins un troisième dans ce groupe, parce que la Guinée équatoriale, ne l'oublions pas, réussit à mettre 4 buts à la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023 à domicile. C'était la surprise. Tout porte à croire que la Guinée équatoriale est constante puisqu'elle s'est qualifiée pour une CAN consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis. Donc, elle a enchaîné la CAN du Cameroun, elle a enchaîné la CAN de la Côte d'Ivoire, elle a enchaîné la CAN marocaine. Ça a fait 3 CAN de suite pour un effectif qui est stable et qui s'est aisément qualifié. L'Algérie, bien sûr, mais en face, il y a le Burkina Faso qui est aussi parti pour faire une longue compétition. Et le Soudan, qui a une très belle prestation pendant les qualifications. Donc là aussi, c'est un groupe que je pourrais qualifier de la mort. Alors on va parler du groupe du Bénin, qui est le groupe D, parce qu'il y a le Sénégal dans ce groupe, il y a la République démocratique dans le groupe D, il y a le Bénin, il y a le Botswana. On pourrait croire que dans l'ordre, c'est le Sénégal qui serait premier, la RDC le deuxième, le Bénin troisième, le Botswana quatrième. Mais attention, les CAN avec le Bénin sont toujours des CAN très, très disputées. Je me souviens encore de la CAN égyptienne, où le Bénin était dans le même groupe que le Cameroun, que le Ghana. Et bien, le Bénin est passé. Je pense que ça risque d'être la même configuration dans ce groupe des Marocains. Bon, le Maroc dans le groupe A sera à domicile. Il aura les Comores en match d'ouverture. Ça risque de pas être très compliqué. C'est vrai que le Mali et la Zambie vont se disputer soit la deuxième, soit la troisième place, parce que le Maroc, en tant que quatrième de la dernière Coupe du Monde, est un pays à craindre, qui plus est, s'il est à domicile. Donc, je pense que les favoris seront de la partie, mais il y aura quand même quelques outsiders. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.